Bonsoir Eric Darche. Bonsoir, Jinkyo. Dans cette septième vidéo, je crois bien, nous allons encore parler pendant une bonne demi-heure. Ce soir, le sujet qui va nous intéresser, c'est de savoir si les jeunes, la jeunesse, sont les gogos de l'industrie agroalimentaire. Dit autrement, est-ce qu'il existe une alimentation spécifique pour les jeunes? Je te laisse la parole. Ok. N'hésite pas à me poser des questions, hein, si tu le veux. Ok. Euh, ouais, le titre, on a fait exprès de choisir un titre un peu racoleur, mais en fait, ça paraît un peu péjoratif de parler de gogo. Mais qu'est-ce que c'est un gogo? Selon la définition du dictionnaire, c'est une personne euh, qui se fait, on va dire gentiment, qui se fait facilement rouler dans la farine. Et est-ce que l'industrie agroalimentaire, aurait ce genre d'intention vers les jeunes, c'est-à-dire les rouler dans la farine? Et c'est pour ça que je t'ai suggéré un autre titre un peu plus académique. Y a-t-il vraiment une alimentation spécifique pour les jeunes? Parce que l'industrie agroalimentaire a décidé qu'il y avait une alimentation pour les jeunes. Et donc, est-ce que c'est pour leur rendre service ou est-ce que c'est pour se rendre service au détriment des jeunes? Voilà une question qui mérite réflexion. Il faut savoir que dans les générations précédentes, donc il y a 20 ans, 30 ans en arrière, euh, les jeunes déjà mangeaient moins souvent à l'extérieur, plus souvent chez leurs parents, et ils partageaient avec leurs parents des repas familiaux. Et les repas qui étaient proposés par les parents, que ce soit pour des enfants de. On est, bon, il y a les bébés, je suis d'accord, après, à partir on est vraiment un enfant autonome sur le plan alimentaire, à partir de. D'ailleurs, on considère à partir de 6-7 ans, mais peut-être légèrement un peu avant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un enfant de 5 ans, 6 ans, surtout 7 ans, 8 ans, eh bien, il va manger comme ses frères adolescents et comme les parents. Après, c'est juste les quantités. Les quantités seront minorées pour un enfant, majorées par rapport à un adulte pour un adolescent, et l'adulte, encore, si c'est un adolescent qui fait un travail de force. Si c'est un adolescent qui passe son temps à jouer À la euh, console. à la console et passer des heures devant la télévision, il n'a pas vraiment besoin d'une quantité de calories plus importante parce que même s'il est adolescent, alors lorsqu'on est adolescent, on est en pleine croissance. Ceci dit, avec une alimentation équilibrée, adaptée, avec toutes les classes alimentaires présentes, on n'a pas besoin de grosses quantités sur le plan quantitatif. Euh, Après, pour le travailleur de force, pour le bûcheron, pour le jeune qui a une activité soutenue, physique soutenue pendant plusieurs fois par semaine, on peut éventuellement envisager un surplus quantitatif, mais on voit que ça reste assez semblable, quel que soit l'âge, hormis les bébés. Je parle des enfants, des adolescents et des adultes. Et pour les personnes âgées, d'ailleurs, ça reste encore la même chose. L'alimentation devrait être à peu près la même, mais adaptée avec le pouvoir digestif qui peut diminuer. Donc, il faut faire attention à tout ce qui peut encombrer la digestion. Mais les personnes très âgées, ce n'est pas du tout le thème aujourd'hui, mais les personnes très âgées ont besoin quand même de sources de protéines assez régulières parce qu'elles ont une capacité à assimiler qui est plus faible. Bon, enfin, bref, parenthèse fermée parce que ce n'est pas le propos. Donc, y a-t-il une alimentation spécifique pour le jeune dédiée par l'industrie agroalimentaire? La réponse est oui. Est-ce que cela est légitime? La réponse est non. Pourquoi donc l'industrie agroalimentaire s'est intéressée aux jeunes et quelle est l'alimentation qui a été dédiée particulièrement? C'est l'alimentation fast-food. L'alimentation fast-food, c'est cette alimentation qui est proposée par des grosses enseignes, on ne va pas les citer, mais qui sont très connues, surtout des jeunes. Et cette alimentation,
D'ailleurs, on peut s'y intéresser. Je n'avais pas prévu vraiment de la disséquer, mais ça peut être intéressant de s'y pencher un peu. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'elle est vraiment l'expression de l'alimentation dédiée aux jeunes. C'est une alimentation souvent pas très chère, encore que manger dans les fast-foods. Moi, j'y mange pas, mais on me dit que c'est pas donné non plus. Ce sont des aliments qu'on mâche pas du tout, qu'on avale. C'est intéressant parce que du coup, puisqu'on avale, on peut en manger des grosses quantités. C'est une alimentation qui est raffinée. Et voilà. Et donc là, rien que en avançant dans ma explication, on va rentrer sur les supercheries. Déjà, qu'est-ce qui... J'ai une petite question Ouais. d'emblée. Tu utilises le terme de fast-food. Est-ce que tu fais une différence, ou moi en tout cas je le perçois, le terme plutôt de junk food? L'alimentation poubelle. Oui, Mais parce que pour moi le fast-food est une branche de la junk food, mais les chips, tout ça, tout ce qu'on mange à la maison. l'alimentation fast-food, qui veut dire une alimentation rapide, je crois, Oui, c'est rapide. L'alimentation fast-food, en tout cas aujourd'hui, moi je ne sais pas, je parle des faits, hein, l'alimentation aujourd'hui, l'alimentation fast-food est une alimentation qui rime avec l'alimentation junk food, poubelle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on y trouve? Ben, on y trouve. Alors, c'est ça qui me sidère, c'est que les gens qui veulent défendre cette alimentation et défendre cette alimentation qui a un impact sur les jeunes, on va le voir, c'est que la caractéristique, c'est que c'est une alimentation qui est de faible qualité, voire de qualité médiocre. Moi, je dirais de qualité médiocre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et d'ailleurs, j'ai même entendu un nutritionniste, je ne vais pas citer son nom, mais un nutritionniste très connu, qui, on lui demandait son avis sur l'alimentation fast-food, et il disait qu'il n'avait rien à redire à cette alimentation, parce que selon lui, comme toutes les classes alimentaires étaient présentes, eh bien, des glucides, des lipides et des protéines, pour lui, il pouvait cocher chaque case. Et donc, selon lui, c'est une alimentation qui était équilibrée. Donc, équilibre, pour lui, ça suffit. Ça, c'est synonyme de santé. Ça me paraît aberrant de raisonner comme ça parce que, en effet, si on veut être, bon, il faut être un peu laxiste, on va dire quand même que dans les menus fast-food, toutes les classes alimentaires sont représentées. Les crudités par une feuille de salade défraîchie avec des tomates, bon, c'est pas l'origine, mais bon, on va dire que c'est des crudités. Les glucides, on va dire que c'est le pain, leur pain, là. Je ne sais pas d'ailleurs comment ça s'appelle du pain. Et en tout cas, c'est fait avec de la farine de blé, apparemment. Et ensuite, donc, il y a les glucides et il y a les protéines. C'est la viande, le poulet ou le poisson. Et les graisses, c'est de y avoir une sauce. Alors, donc, c'est vrai que si on raisonne comme ça, on dit que le repas est équilibré et donc on peut euh, valider. Ce qui me paraît aberrant, c'est que si on a un minimum de bon sens, on va se poser immédiatement des questions. Regardez quelqu'un qui achète une belle voiture. Est-ce qu'il va s'intéresser à la qualité de l'huile et du carburant qu'il met dans sa voiture? Ben, la réponse, elle est oui. Par contre, que nous, on ingurgite des mauvais glucides, des mauvaises graisses et des, des, mauvais, glyqués, bon, bref, parce que la cuisson est excessive, trop cuite. ça présente aucun problème. Ça me paraît aberrant de valider un régime tout simplement parce que toutes les classes alimentaires sont présentes. Et d'ailleurs, c'est à cause de cette supercherie qu'on arrive aujourd'hui à valider l'alimentation fast-food. Parce que si l'alimentation fast-food, on la passe au crible de la notion de qualité, alors là, tout s'écroule comme un château de cartes. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la qualité des glucides. On ne peut pas valider des glucides qui ont un indice glycémique élevé et on sait que ça favorise la résistance à l'insuline, le prédiabète et le diabète. On ne peut pas valider des acides gras trans. C'est quoi un acide gras trans? Imaginons que vous prenez de l'huile d'olive de tournesol. Je ne sais pas qu'est-ce que mettre d'huile, c'est sûrement de l'huile de tournesol, de col, je ne sais pas. Mais peu importe l'huile, à partir du moment où vous la chauffez, vous l'obtenez par des solvants chimiques, tout simplement pour en extraire plus de la graine. Au lieu d'avoir un rendement de 30-50%, vous passez à quasiment 100%. Sauf que vous l'altérez sur le plan biochimique. On dit
sur un plan scientifique de la fonte CIS, elle n'est pas passée à la fonte trans, et qu'un acide gras, lorsqu'il est à la forme trans, il est pro-inflammatoire, c'est-à-dire que toutes ces qualités ont disparu, et non seulement disparu, mais en plus de ça, on a des processus délétères qui sont générés par l'hydrogénation. Pour hydrogéner une graisse, pour la rendre plus stable, on la bombarde d'hydrogène. Toujours est-il qu'on obtient des acides gras trans et que ces acides gras trans favorisent, provoquent des déséquilibres du cholestérol, provoquent des problèmes cardiovasculaires, des processus inflammatoires, l'obésité abdominale, la résistance à l'insuline, l'augmentation des risques de cancer, etc. Donc on voit que c'est catastrophique de valider des acides gras trans. Et puis, c'est les acides gras qu'on trouve aussi dans les viennoiseries, dans les gâteaux, etc., puisque ce sont des acides gras bon marché. Et puis, même si moi, j'achète de l'huile de première pression à froid et je la chauffe démesurément, eh bien, j'obtiendrai des acides gras. Donc, voilà pour les glucides, voilà pour les lipides. Et en ce qui concerne les protéines, eh bien, c'est souvent de la viande du poisson frit ou de la viande grillée. On sait que la viande grillée, le poisson frit, on obtient ce qu'on appelle des molécules glyquées, les protéines glyquées qui, lorsqu'on en a trop dans le sang, et les diabétiques le savent, ça favorise des maladies, entre autres le diabète. Et puis, bon, la dégénérescence cellulaire. Donc, on voit que aujourd'hui, par un subterfuge, sémantique, on est arrivé à valider une alimentation pour les jeunes qui est tout sauf favorable à la santé. Voilà. Et tu as même pas parlé, on parle des grandes familles, mais les oligo-éléments, les vitamines, etc. Là, je pense que c'est quasiment le pire. Alors là, tu insistes, tu mets le doigt sur quelque chose de fondamental. C'est que cette alimentation, elle a dégénéré dans le sens que ce sont des aliments qui sont dénaturés et en plus de ça, qui ont une densité nutritionnelle faible. Qu'est-ce que ça veut dire une densité nutritionnelle faible? C'est qu'on s'intéresse très souvent, on s'intéresse aux notions de calories, on oublie que ça ne suffit pas, que la densité nutritionnelle, c'est-à-dire la contenance en vitamines, minéraux, oligo-éléments, est aussi importante, voire plus importante que les classes alimentaires elles-mêmes. Donc, si on mange des sucres raffinés, indice glycémique élevé, qui n'ont plus de nutriments, plus de minéraux, les fruits et les légumes, c'est des fruits et des légumes qui proviennent de l'agriculture intensive et qui sont dénutris, en plus de ça, sans parler des pesticides, de tous les produits qui sont utilisés, les conservateurs. Donc, on a des produits morts, c'est-à-dire qu'ils sont beaux, mais ils sont vides de nutriments, avec des huiles raffinées, des protéines glyquées et des sucres glycémiques élevés. Comment croire que l'on va obtenir une bonne santé? Alors après, pour faire jeune, on va leur offrir du Coca-Cola, on va leur vendre du Coca-Cola, on va leur vendre des boissons hypertoniques comme le Red Bull. Le Red Bull, c'est une boisson qui est soi-disant pour les sportifs. Il y a énormément de publicité en faveur où on prend des stars jeunes pour favoriser, mettre en avant cette marque. Sauf que c'est une marque, c'est une boisson qui est hyper riche en sucre, qui contient énormément de caféine, plus, je crois, de l'acétamine. Je ne sais pas si c'est la taurine ou autre chose. La taurine. Et résultat des courses, on a une boisson, et souvent les jeunes l'associent avec de la vodka. Et là, ça, c'est explosif. Et d'ailleurs, il y a eu des. Alors après, comme on n'a pas pu faire le lien, il y a des jeunes qui ont décidé. Alors, on ne peut pas faire le lien direct, mais on peut se poser des questions. Toujours est-il que la première arnaque qui est faite sur l'alimentation dédiée aux jeunes, c'est le fait qu'elle soit dévitalisée, déminéralisée, acidifiée, parce que tout ça, ça acidifie l'organisme. Et donc, ça ressemble à tout, mais ce n'est pas vraiment des aliments dignes de ce nom. Voilà un peu vraiment. Et d'ailleurs, j'avais envie à ce propos de faire raconter une petite histoire, c'est-à-dire que ça s'est passé il y a une dizaine d'années.
je connaissais le principal, la directrice en fait, d'un établissement scolaire à Gardanne qui s'appelle un collège hein, qui va jusqu'à la troisième, le collège Péry à Gardanne. Et donc, on a rassemblé toutes les troisièmes. Donc, il y avait plusieurs classes de troisième. Et on leur a demandé, ça s'est passé sur plusieurs semaines, on leur a demandé, il y a eu des questionnaires, on leur a demandé si, selon eux, qu'est-ce que voulait dire la notion de qualité. Et j'ai été stupéfié parce que quasiment, je me demande s'il y a même une seule personne, un seul jeune qui a répondu. Je ne le pense pas. Il me semble que oui, peut-être. En tout cas, sur une centaine d'élèves, il n'y en a pas un ou un seul qui savait définir la qualité alimentaire. Tous les autres, lorsqu'on leur parlait de qualité, ils nous répondaient la qualité, pour eux, c'est les marques. Les marques, voilà, Danone, Coca, etc. Et ils faisaient le tri entre les soi-disant bonnes marques et mauvaises marques. Par contre, quand on leur demandait est-ce que vous faites la différence entre un acide gras de première préparation à froid ou chauffé, rien du tout. Qu'est-ce que c'est un indice glycémique? Rien du tout. Alors évidemment, les acides gras trans qui Ouais, provoquent on n'en parle pas là. cardiovasculaire, on imagine. Et d'ailleurs, ce qui était marrant, c'est qu'en face de ce collège, il y a à quelques mètres, hein, il y a une grande surface et ils avaient énormément de facilité à faire 20 mètres, acheter des bêtises et les manger en cours ou à l'école. Donc on voit, et d'ailleurs, et ensuite, il faut savoir qu'on reproche aux jeunes d'être de plus en plus délinquants, non respectueux, agressifs, Hyperactif. instables émotionnellement, hyperactifs. Eh bien, il faut savoir que même s'il y a des causes multiples pour expliquer ça, l'alimentation telle que je viens de la décrire, parce que les jeunes qui vont pas dans les fast-foods achètent des aliments semblables pour manger à l'extérieur ou manger chez eux parce qu'ils prennent ces aliments comme modèle, ces menus comme modèle. Donc, ils achètent du coca, ils achètent des sodas, ils achètent des frites, des chips, etc. Donc, ils reconstituent à peu près ce qu'on leur propose dans les fast-foods. Et ce genre d'alimentation a un impact neurochimique, neurologique. Il y a une expérience qui a été faite sur des rats. On a pris de l'eau de rat. Le premier lot de rat, les pauvres, on leur fait toujours des expériences sur eux. Et d'ailleurs, les êtres humains, je me demande si on ne fait pas pareil d'une certaine manière. Un petit peu, ouais. On leur a donné des aliments de bonne qualité dédiés aux rats, des graines, etc., avec une écuelle d'eau et une écuelle d'alcool. Et un deuxième lot de rats, c'est l'alimentation junk food, poubelle, donc l'alimentation des fast-foods. Ils avaient chocolat, frites, hamburger, ils pouvaient manger tout ce qu'ils voulaient, mais de la mauvaise qualité, voilà. Eh bien, ceux qui avaient bien mangé ont bu de l'eau et n'ont pas pris une goutte d'alcool. Ceux qui ont mal mangé n'ont pas bu d'alcool, d'eau, ont bu de l'alcool jusqu'à devenir alcooliques. Et ce qui est intéressant, c'est que quelle est la raison pour laquelle ces animaux qui avaient mal mangé ont bu de l'alcool? Et c'est peut-être en début d'explication de certains comportements chez les jeunes qui fument et qui boivent de l'alcool, c'est que lorsque on est carencé sur le plan nutritionnel parce qu'on mange mal, telle que l'alimentation que je viens de proposer, eh bien, on a des dérégulations au niveau des neuromédiateurs, c'est-à-dire que les neuromédiateurs qui équilibrent nos émotions, comme la sérotonine, alors il y a les neuromédiateurs, il y a la sérotonine, l'acide GABA, l'acétylcholine, la dopamine, etc. Tous ces neuromédiateurs qui ont un rôle sur la mémorisation, sur la domination de nos sentiments intérieurs, c'est-à-dire pouvoir se maîtriser, exprimer sa joie, etc. Eh bien, forcément, qui vont chuter ces neuromédiateurs puisque les précurseurs ne sont pas présents dans l'alimentation. Résultat des courses, on encourage les comportements À déjà risque. les comportements à risque, les comportements délictuels et les addictions. Les comportements délictuels, quelle est la preuve que j'ai? Il y a des expériences qui ont été faites dans des établissements pénitentiaires où pendant plusieurs mois, on a modifié complètement l'alimentation dédiée aux jeunes prisonniers, parce qu'ils avaient choisi des jeunes. Eh bien, comme par hasard, une alimentation enrichie en nutriments et réduite en glucides, avec des bons acides gras, des protéines de bonne qualité, eh bien, il y a eu une baisse spectaculaire
de tous les comportements délictueux à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire. Oui, parce que le système nerveux est inflammé, donc on fait n'importe quoi, quoi. Et en plus de ça, on a fait des essais on a fait des expériences sur des jeunes, des étudiants. On leur a proposé de changer leur alimentation avec une alimentation de bonne qualité, bons acides gras, bons sucres. Eh bien, le QI, le quotient intellectuel augmentait de manière importante. Et c'est ça qui est sidérant, c'est que même c'est pas leur force, mais il y a des enseignants, des professeurs, des instituteurs. D'ailleurs, on dit plus instituteur, on dit maître d'école. Voilà, bref, toutes ces personnes qui sont importantes, qui jouent un rôle important auprès des jeunes, beaucoup, je ne dis pas tous, beaucoup ignorent le lien intime qu'il y a entre l'alimentation et le comportement et les fonctions cognitives des jeunes. Donc, moi, je pense que oui, il y a une arnaque dans le sens que. Alors, pourquoi je dis qu'il y a une arnaque? C'est que aux États-Unis, ils ont pris un lycée qui s'appelle le lycée Appleton. Ils ont fait des tests. Ce lycée Appleton, pendant des années, il a fallu que la direction paye des vigiles tellement il y avait d'agressivité. Le directeur de cette école a décidé d'arrêter avec les vigiles parce qu'ils n'obtenaient aucun résultat. Et par contre, il a décidé de changer une seule chose, l'alimentation dédiée aux jeunes. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus le droit de manger ils se servaient dans des distributeurs. C'était une alimentation. Alors, je ne sais pas si c'est un internat. Toujours est-il qu'ils ont changé complètement l'alimentation et ils ont été stupéfaits des résultats. Les jeunes sont devenus beaucoup plus calmes, beaucoup plus tranquilles. Les résultats scolaires se sont améliorés. Et donc, le journaliste qui, d'ailleurs, ce dont je parle se trouve dans le film Super Size Me, où une personne a expérimenté pendant 2 mois. Plusieurs mois. Voilà, l'alimentation fast-food, il s'est complètement ruiné la santé juste en 2 mois. Les cardiologues, tous les médecins qui le suivaient disaient arrêtez parce que vous êtes en train de perdre votre santé. Il a pris 11 kilos en un mois, c'était spectaculaire. Eh bien, le lycée Appleton a vu une amélioration spectaculaire, je dis bien spectaculaire, sur les capacités cognitives et sur les comportements. Et donc, le journaliste lui dit, mais comment ça se fait que ce genre de régime alimentaire n'est pas proposé dans tous les établissements des États-Unis? Et il a expliqué que ce n'était pas possible parce que les industriels de l'agroalimentaire qui vendent des grosses quantités de produits aux jeunes et dans les fast-foods et dans les restaurants dédiés aux jeunes, dans les écoles, eh bien, ils n'ont pas envie qu'on les remette, qu'on les fasse disparaître. Donc, ils ont un poids économique grâce à des lobbies et ils persistent et ils restent. Et il faut savoir, par exemple, que les gros industriels de l'agroalimentaire qui veulent constamment augmenter leur chiffre d'affaires, eh bien, comme ils ne peuvent plus grignoter, en fait, ils ont un problème, c'est qu'on ne peut pas non plus ouvrir la bouche des jeunes et leur mettre un entonnoir et les forcer. On ne peut pas faire du gavage comme avec les oies. Alors, ce qu'il y a, ils ont passé des accords avec certains directeurs d'établissements où la consommation des sodas est autorisée même en classe. Ils passent des partenariats, c'est-à-dire que ces industries agroalimentaires leur donnent une il y a une petite coupure là. Voilà, moi je te vois bien. Excuse-moi, il y a une petite coupure. La consommation des sodas est autorisée même pendant les cours? À l'intérieur, dans certains établissements, parce que les directeurs d'école ont vendu les jeunes, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une parente d'élèves, ils ont vendu les jeunes à l'industrie agroalimentaire alors ils reçoivent des 10 000, 20 000, 50 000, 60 000 euros par an. En contrepartie, ils font de la publicité dans l'école et ils autorisent les jeunes à boire des sodas dans les cours. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme l'industrie alimentaire n'arrivait plus à augmenter son chiffre d'affaires, ils ont simplement augmenté l'âge où ils avaient un impact. C'est-à-dire qu'avant, c'était 18 ans, après, c'est 17 ans, voilà. Et ils essaient, et dans pas longtemps, ils feront boire au bébé du Coca-Cola ou d'autres sodas, parce que moi, je ne m'attaque pas sur Coca-Cola, j'ai pas. Oui, c'est le cliché, voilà. Quoi. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on en perd le bon sens de tout ça. Ça devient. Il y a même une société qui disait que les sodas, c'était meilleur que l'eau. L'eau, c'était moins bon que leur soda pour la santé. Oui.
Donc, quand on arrive et qu'on est des scientifiques, je dis bien des scientifiques, on arrive à dire des choses comme ça, c'est Thierry Soucard qui relevait des perles énormes. Quand on est un scientifique et qu'on dit des choses comme ça, c'est évidemment que là, on est C'est qu'on descendu, est bien payé par les lobbies. ou qu'on est descendu vraiment bas dans sa conscience. Bon, toujours est-il que, voilà, y a-t-il vraiment une alimentation spécifique pour les jeunes et les jeunes sont-ils considérés comme les dindons de la farce? La réponse est oui. Voilà. Et donc, si on veut s'autonomiser, si on veut ne pas être. Alors, je ne dis pas qu'on va être délinquant parce qu'on a bu un soda ou on est à manger dans un fast-food. C'est le fait de le faire régulièrement, plus des films violents. On sait que les films ont une action très importante sur le devenir des jeunes, puisque le cerveau est mature qu'à l'âge de 25 ans. Et bien là, on s'aperçoit que si on allie la mauvaise alimentation, le cannabis, les films violents Les jeux vidéo. et les jeux vidéo violents, là, évidemment, il y a un assemblage de facteurs qui est explosif. Et après, on s'étonne et puis on va qu'il y ait de la délinquance. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter la répression, plus de voilà des condamnations, ceci, cela. Je ne dis pas que la prison ne doit pas exister, mais on voit bien que ce n'est pas forcément le problème. Moi, j'ai discuté pour faire ce livre avec des responsables d'école, des professeurs, qui me disaient, qui avaient 30 ou 40 ans d'expérience, et qui me disaient qu'ils ont vraiment noté des changements d'attitude entre la génération qui a une trentaine d'années, 20 ans d'arrière, avec les jeunes d'aujourd'hui. Ce n'est pas que les jeunes d'aujourd'hui sont plus méchants que. Voilà, il s'est passé quelque chose. Ce n'est pas les jeunes qui ont délibérément décidé d'être comme ça. Et si n'importe qui, toi ou moi, on nous conditionne à manger des. On nous influence fortement à manger des aliments sans nous donner de mauvaise qualité, sans nous donner la capacité de distinguer le bon grain de livret, c'est-à-dire des bons aliments. Étant donné qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires, ils ne peuvent pas faire les bons choix. Quand on leur demande qu'est-ce Simplement. que c'est un aliment de bonne qualité, qu'ils vous disent un aliment de bonne qualité, c'est celui qui est acheté dans telle marque et telle marque, là on voit bien qu'il y a un problème, et ce problème, c'est un problème de connaissance. Voilà. Et d'ailleurs, il y a certains professeurs avec qui je discutais qui n'étaient pas vraiment conscients de l'impact entre la nutrition et les comportements. D'autres, il y a des professeurs qui, eux, sont très conscients et qui essayent de faire des démarches, de militer, entre guillemets, pour une alimentation plus juste, plus équilibrée et plus saine. Mais voilà, donc à la question, les jeunes sont pris-ils pour des gogos? Oui. Ensuite, est-ce que les jeunes peuvent aujourd'hui s'affranchir de cette manipulation? Oui, mais en se documentant et par des actes de volonté en essayant d'adopter des alimentations plus justes, parce que c'est vrai que quand on a 14 ans, 15 ans, c'est peut-être un peu compliqué de s'affirmer et donc de manger d'autres choses que d'aller avec ses copains, ses copines dans les fast-foods. Mais ça demande en fait, c'est tous les acteurs de l'éducation, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les professeurs ou d'autres personnes comme toi, comme moi, qui peuvent intervenir ou proposer d'autres solutions que le fait d'avoir cet unique choix que de manger de la qualité très mauvaise. As-tu des questions à me poser? Je ne sais pas si. Oui, oui, on a encore un peu de temps. Ouais. Je suis un peu étonné que tu aies pas mentionné dans les ingrédients entre guillemets de la junk food tout ce qui est additif et notamment les substituts comme l'aspartame, les édulcorants, etc. Au niveau des effets sur le système nerveux. C'est pas que j'ai oublié, mais c'est que tu vois, quand je suis pris dans la discussion, mais tu as raison de faire de pointer du doigt cet aspect-là. Non seulement on est dans une alimentation appauvrie nutritionnellement, mais en plus de ça, il se comporte. Moi, par exemple, un jour, je me suis intéressé à la qualité des frites. Les frites, normalement, c'est un morceau de pomme de terre trempé dans de l'huile avec un peu de sel. Mais eux, c'est pas ça. Ah Eux, non. 10, 15, 20 ingrédients. Alors, il y a un ingrédient pour empêcher l'huile de fumer. Il y a un autre ingrédient pour empêcher les frites de coller les unes aux autres. Ils mettent même des produits qui sont normalement destinés aux yeux, pour les lentilles de contact. Ils mettent toutes sortes, limite du plastique, ils mettent des choses
ahurissante. Puis c'est pas de l'huile, hein, c'est des graines, des graisses végétales. Tu demandais tout à l'heure, il n'y a pas d'huile du tout en fait, c'est de la graisse végétale complètement hydrogénée avec plein de Voilà, et en résidus, etc. il rajoute 10, 15, 20 ingrédients dont beaucoup sont considérés comme des cancérogènes possibles. Et Ouais. il rajoute en tot du, alors, le sucre dont tu parles, l'aspartame, il doit y en avoir peut-être, mais, Dans les sodas. ils adorent, les fast-foods adorent un additif, c'est l'exhausteur, le glutamate. Alors l'intérêt du glutamate, c'est que, par exemple, si vous voulez faire tarte au chocolat, un gâteau au chocolat industriel, au lieu de mettre, si pour donner du goût, il faut 500 grammes de chocolat, vous pouvez diviser par 10, vous rajoutez un peu de glutamate et vous avez le même goût que si vous aviez mis 500 grammes. Alors évidemment, c'est très intéressant pour l'industriel pour deux raisons. D'une part, il économise de la matière première et secondo, le glutamate force l'appétit. On donne Voilà, du ça c'est une glutamate, question que je voulais te poser aussi. aux personnes âgées pour forcer l'appétit. Sauf qu'on oublie de vous dire que c'est un neurotoxique qui détruit le cerveau. Ouais. C'est pas grave. Alzheimer, Parkinson, après, bon, comme on dit, Faut bien mourir de quelque chose. les dégâts collatéraux, on a des belles expressions sémantiques, et puis bon, on est considéré comme. En fait, je me demande si à un certain niveau, la conscience que certains êtres humains ont sur les animaux, est-ce qu'il n'y a pas certains êtres humains qui ont cette même conscience très dépréciative sur nous-mêmes, c'est-à-dire qui considèrent que les êtres humains sont là pour naître, consommer et mourir. Ben ouais. Donc, à nous de décider ce que l'on souhaite faire de notre vie, à nous de décider la conscience que l'on veut mettre dans nos actions et la qualité de vie que l'on souhaite. Et à partir des décisions que l'on prendra, des choix que l'on fera, on prendra les décisions bonnes, je l'espère, pour atteindre ces objectifs. Voilà. Mais tu as raison de mettre le focus sur les additifs, c'est catastrophique. Mais en fait, c'est juste une addition de plus à quelque chose qui est fondamentalement faux et fallacieux. Voilà. On fait croire à ces jeunes-là, quand on regarde les pubs, que c'est tendance, maintenant ils veulent jouer sur le côté familial, il y a la bonne humeur, qu'on se fait des souvenirs, mais on se détraque le C'est foie, sympa, quoi. on se prépare des cancers, mais ça, c'est pas grave, ça. Quand vous serez à l'hôpital, rideau, on parlera plus de vous, quoi. Non, mais il y a quelque chose d'aberrant dans cette société. Et je trouve que moi, je suis content en fait de faire ce métier parce que moi, je ne suis pas un révolutionnaire à tout casser. Je préfère utiliser mon indignation à passer des messages, à écrire des livres. Là, prochainement, je vais créer une école. Et ça me paraît plus constructif parce qu'on marche sur la tête et c'est vraiment peu de le dire. Voilà. Je pense que c'est pas si, enfin, c'est aberrant d'un point de vue biologique, nutritionnel. Mais si on reprend un peu pour résumer ce que tu viens de présenter, moi je pense que cette histoire d'additif est vraiment symptomatique de cette tendance, c'est-à-dire que on cherche à augmenter la consommation de ces produits qui coûtent pas cher, qui n'ont pas beaucoup de valeur nutritive, etc., en créant des relais de croissance, comme on dit chez les de plus en plus jeunes, et le fait de diminuer, je crois que c'est la palatabilité qu'on dit, ça veut dire qu'on a envie dans la lécithine de soja, tout ça, on a envie d'en manger plus. Donc on mange plus de choses qui sont pas bonnes à la santé. Ben, en fait, Donc on est accro en fait. aujourd'hui, ils se sont intéressés aux neurosciences pour pouvoir mieux comprendre comment fonctionnait le cerveau et les dépendances neurochimiques pour pouvoir les exploiter. On sait par Voilà. exemple que quand on force des aliments qui apportent des glucides et des lipides en même temps, et c'est le cas des fast-foods, on modifie la chimie du cerveau de manière On en mange à identique, s'en faire péter, quoi. de manière identique à quelqu'un qui consomme des drogues dures. C'est pas moi qui le dis, c'est Et non, mais c'est les mêmes récepteurs, ça, c'est évident, exactement. quoi. Le sucre est très addictif. Les graisses associées il y a des transformations biochimiques. Et il y a même un spécialiste du cerveau qui disait qu'un enfant de 12 ans n'a pas le cerveau adapté sur le plan neurochimique pour aller manger dans un fast-food. Parce qu'il faut savoir que le cerveau d'un jeune
a terminé complètement sa maturation, ses transformations à l'âge de 25 ans. Et on sait par exemple que un jeune qui fume très tôt de la cigarette va créer des récepteurs à la nicotine qu'un jeune normal n'aura pas. Et donc, on sait qu'un jeune qui consomme beaucoup de sucre et de graisse va modifier son cerveau. Et j'avais vu cette comparaison et que ces modifications étaient identiques à quelqu'un qui consommerait, je crois, qu'est-ce que c'est comme drogue dure pas le cannabis, c'est au-dessus de la. L'opium, Non, 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 c'est blanc là. la cocaïne. Ouais, voilà, de la cocaïne, des trucs comme ça, quoi. En fait, il faut savoir que le cerveau, c'est une usine à fabriquer des substances, des drogues, en fait. Ouais. Puisqu'on sait que si on a des douleurs, par exemple, si on est joyeux, on fabrique des endorphines qui favorisent le bonheur. Si on a des douleurs, on a des fortes douleurs, on a des endorphines, Des analgésiques. voilà, oui, des substances qui vont freiner la douleur. Donc, le cerveau est très, très capable de fabriquer toutes sortes de familles de drogues, sauf que lorsqu'on le déséquilibre complètement, ben, tout ça s'emballe. Et les gens, on les rend dépendants. Ensuite, quand vous avez des jeunes qui disent qu'ils aiment. C'est fini là? Oui, Oui. on va prendre encore une minute ou deux. Voilà, les jeunes qui disent qu'ils aiment, on leur demande est-ce qu'ils aiment les fast-foods. En réalité, ils ne les aiment pas. On leur a volé leur consentement. Si moi, Ouais. aujourd'hui, je veux voler le consentement de n'importe qui, il suffit qu'on l'habitue pendant un certain temps à consommer certains aliments, il en deviendra addict s'il s'agit d'ailleurs d'aliments raffinés, très riches en sucre, en graisse, plus un peu de, glutamate de sodium, voilà. Et puis, Oui. ça y est, on a fait, et plus en plus de ça, on sait que ces aliments provoquent de l'hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire que dans un premier temps, il y a la glycémie qui augmente de manière très importante, et quand elle augmente de manière très importante, elle diminue au-dessous du seuil Ouais. normal. Du coup, Donc là, il faut remanger. et voilà. Et on sait, et ça, c'est le neurochirurgien Blaylock qui a expliqué que beaucoup de délits de gens qui sont emprisonnés, qui ont fait des actes délictuels, voire tué des gens, très souvent, c'est des gens qui souffrent d'hypoglycémie réactionnelle. Et quand on souffre d'hypoglycémie réactionnelle et qu'on manque de sucre, manquer de sucre dans le cerveau, ça provoque des comportements où le cerveau disjoncte, où Ben oui, on devient personne hargneux, ne quoi. peut plus se maîtriser. Ça, additionné avec des carences en vitamine B et des précurseurs en sérotonine qui sont faibles, du coup, pas de sérotonine ou peu, pas de régulation des, des métabolismes nerveux grâce à de la vitamine B, du magnésium, ceci, cela, et des aliments toxiques, plus des additifs toxiques, eh ben, ça explique aujourd'hui beaucoup de choses. Mais on ne s'y intéresse pas, ça. On s'y intéresse pas. Pourquoi on ne s'y intéresse pas? On préfère sanctionner parce que ça fait très. Ça, c'est la réponse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas sanctionner, mais là, c'est une réponse catégorique qui impressionne tout le monde. Et bon, ça fait des années, des décennies qu'on essaye d'aller dans cette direction et on voit que les choses s'empirent. Alors, l'alimentation, ça dérange parce que l'alimentation, ça remettra en cause eh ben, l'industrie Toute agroalimentaire. l'industrie Et agroalimentaire. comme l'industrie agroalimentaire n'a pas envie de disparaître, enfin celle-ci en tout cas, eh bien, comme ils ont des moyens financiers, ils font du lobbying et il suffit de faire des bons chèques. Et puis, on a des politiciens qui, sans scrupule, acceptent ces chèques et puis ça explique beaucoup de choses. Comment ça se Mais je fait pense que tout est là, même. exactement? Comment ça Parce- se fait qu'on a des organismes d'État qui sont là pour réguler la santé et que on a Mais ils sont en conflit d'intérêts. exactement, c'est-à-dire que on a il faut savoir que les spécialistes qui interviennent pour donner leur avis, pas tous, mais certains ont des intérêts. Donc c'est là on comprend. En fait, c'est pas l'argent qui a tout perverti, c'est le manque d'intégrité, le manque de morale. Parce que l'argent en soi n'est pas nocif. Ouais, Mais c'est un cercle vicieux, quoi. ceci dit, je ne suis pas en train de jeter l'anathème sur les médecins, les chercheurs. Il y en a de très, très bien. Et moi, j'en côtoie. Et donc, ce n'est pas une corporation à mettre en cause. C'est chacun d'entre nous. Est-ce que quand on a la possibilité d'influencer autrui,
qu'est-ce qu'on va faire de cette influence? Est-ce qu'on va l'utiliser pour remplir notre compte en banque ou pour favoriser la santé d'autrui? C'est les questions individuelles qui doivent se poser plus que le fait de jeter l'anathème sur la politique, l'industrie agroalimentaire. Parce que l'industrie agroalimentaire, elle est faite d'individus. Et c'est chaque individu qui doit se remettre en cause. D'ailleurs, à ce propos, j'ai vu une personne qui travaillait dans l'industrie agroalimentaire qui avait pour rôle, on appelle ça, ils achètent et ils vendent. Des traders, quoi. Des traders. Alors, ils disaient que c'est un métier horrible parce que ils vont spéculer sur la farine, etc. Donc, spéculer sur l'alimentation, déjà, ça pose des problèmes éthiques. Et il a vu des choses extraordinairement dégueulasses. Voilà. Je cherchais le mot, mais c'est celui-là. Et donc, d'ailleurs, aujourd'hui, il a été banni de cette corporation. Il est allé en Chine pour travailler parce qu'en Chine, il n'est pas encore très connu. C'est quelqu'un qui élève la voix, donc peut-être qu'un jour, il viendra dire ce qu'il a vu en Chine. Mais en tout cas, voilà. Donc, on voit bien que cette histoire, bien sûr qu'on sait que ça se passe un peu chez les politiques, un peu chez le corps médical, un peu chez l'industrie alimentaire, etc. Mais en fait, ce n'est pas les corporations qui sont à pointer. C'est chacun d'entre nous, lorsqu'on a un rôle, lorsqu'on a une responsabilité, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Parce que dans toutes les corporations, les médecins, les politiques, l'agroalimentaire ont des gens très bien aussi. Donc moi, je ne souhaite pas faire d'amalgame. C'est plutôt une histoire de conscience qui m'intéresse. Donc si j'essaye de résumer pour répondre à ta question, on peut dire que les jeunes se font endoctriner par les grandes marques pour consommer des produits transformés parce que ça fait marcher le commerce, en gros, l'industrie. Ouais. Et qu'on ne va pas dire que ça les rend addicts, mais leur but en termes marketing, c'est de fidéliser le client, donc on les habitue de plus en plus tôt. Ça rend addict. Cette mauvaise alimentation rend addict. Et en plus de ça, elle empêche vraiment les gens de profiter de leur potentiel, c'est-à-dire que c'est tout le potentiel neurologique, neurochimique, physique, émotionnel qui est remis en cause avec ce genre d'alimentation. Et donc, pour finir, il n'y a pas d'alimentation spécialement dédiée aux jeunes, si ce n'est vraiment aux bébés. Non. Mais l'idée, c'est vraiment de manger le plus varié possible, comme les parents. Il faut inciter les parents à ne pas filer des steaks hachés ou des trucs faciles à faire sous prétexte que le gamin va manger ça au McDo, quoi. Voilà, toutes les classes alimentaires doivent être présentes avec des aliments de bonne qualité, non raffinés. Et c'est vrai que les parents ont un rôle important parce que c'est un des premiers exemples qu'un enfant voit dans sa vie. Est-ce qu'on n'a pas dépassé les... Si, oui, ça fait 43 minutes. On va arrêter alors, parce que ça va faire... Mais si les gens zappent, la fin était un peu anecdotique, mais c'est important quand même d'élargir un peu ce petit débat, quoi. On va arrêter là, si tu es Ok. d'accord. Je te remercie, Jinko, et puis à la prochaine. Bonne soirée, Eric. À très bientôt. Au revoir.